Nous allons reprendre ces conférences avec une intervention d'un astronome de l'Observatoire de Paris qui s'appelle Emmanuel Lelouch, qui est planétologue, spécialiste des atmosphères planétaires. Et ça va être un petit peu rafraîchissant parce qu'il est spécialiste des corps, disons, un petit peu glacés, qui se trouvent assez loin. Il va vous parler de la recherche d'une 9e planète dans le système solaire. Alors, pour la plupart d'entre vous, peut-être, vous croyez jusqu'en 2006 qu'il y avait 9 planètes. Mais en 2006, on nous a dit, l'Union astronomique internationale nous a dit, non, il n'y en a que 8, Pluton n'est pas une planète. Et revoilà qu'on cherche une planète, de nouveau, au-delà de Neptune et de Pluton. C'est ce dont va nous entretenir dans un instant Emmanuel Lelouch. Merci Philippe. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et si j'ose dire dans cette salle, chers camarades. Donc, le sujet dont nous allons nous entretenir aujourd'hui, c'est l'annonce, effectivement, en début d'année, de l'existence probable d'une planète supplémentaire dans le système solaire. Cette annonce a été faite par 2 astronomes américains, Konstantin Batygin et Mike Brown, qui ont donc publié un article intitulé « Evidence for a distant giant planet in the solar system », évidence se traduisant par forte indication donc, de l'existence d'une planète distante dans le système solaire. Donc, mon propos aujourd'hui va être en fait de vous présenter les tenants et les aboutissants de cette annonce. Quelles sont les raisons qui ont annoncé ces 2 chercheurs à annoncer cette présence probable d'une planète supplémentaire? Quelles sont les implications éventuelles d'une telle planète sur le système solaire? Et quelles sont les perspectives qu'on a de la rechercher? Mais évidemment, comme c'est pas du tout la première fois qu'on annonce une nouvelle planète et qu'on recherche une nouvelle planète dans le système solaire, je vais donc commencer par par un petit plongeon historique. Et on va commencer donc par se projeter 235 ans en arrière, donc en 1781. À l'époque, on connaissait 6 planètes, donc outre la Terre, on connaissait Mercure, Vénus, Saturne, Mars. On a ici les planètes qui sont représentées à l'échelle avec comme référence une unité astronomique, la distance moyenne de la Terre au Soleil, qui fait donc 150 millions de kilomètres. En 1781, William Herschel, l'astronome et musicien, qui étudiait à l'aide de son télescope les étoiles doubles, découvre par hasard un nouvel objet du système solaire, la planète Uranus. En fait, Uranus avait déjà été vue auparavant sur des plaques photos, mais elle n'avait pas été reconnue en tant qu'objet mobile, donc en tant qu'objet du système solaire. Herschel, d'ailleurs, au départ, pense qu'il s'agit d'une comète, mais rapidement, en fait, on peut caractériser Uranus comme étant sur une orbite circulaire à 19,2 unités astronomiques du Soleil. Alors, cette découverte est évidemment extrêmement importante, d'abord en soi, on découvre un nouvel objet du système solaire, et puis cette découverte allait apparemment confirmer ce qu'on appelait alors la loi de Titius-Bode. La loi de Titius-Bode, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous fait sourire, mais qui à l'époque était une règle, voire une loi de la physique. Cette règle stipulait que, en fait, la distance au Soleil des planètes suit une loi sous forme d'une sorte de progression géométrique. La distance ici étant donc exprimée en unité astronomique sous la forme 0,4 plus 0,3 fois n, où n égale 0 pour Mercure, 1 pour Vénus, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et donc, cette loi prédisait des distances aux planètes, des planètes au Soleil qui étaient en très bon accord avec les distances réelles. La découverte d'Uranus à une distance de 19,2 unités astronomiques, alors que la loi de Titius-Bode prédisait une planète à 19,6, était une très bonne confirmation de cette loi. Alors à l'époque, cette loi était, disons, empirique. On ne la comprenait pas, on n'en comprenait pas l'origine physique, mais on savait qu'elle marchait. En plus, elle avait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'elle avait un pouvoir prédictif. En effet, si vous regardez dans cette table, vous constatez qu'à la valeur n égale 5, alors qu'on ne connaissait aucun objet, eh bien, la loi de Titius-Bode prédisait, ici, pour la valeur n égale 8, la loi de Titius-Bode prédisait un objet à 2,8 unités astronomiques du Soleil. Cette constatation, en fait, a engendré les premières recherches de planètes. Il y avait manifestement une planète manquante dans le système solaire, et on a mis en place, à l'époque, ce qu'on a appelé la police céleste,
C'est-à-dire qu'en gros, on a partagé le ciel en 24 cadrans, chaque cadran étant couvert par une équipe d'astronomes, et on a cherché à trouver une nouvelle planète. Le 1er janvier 1801, Giuseppe Piazzi, qui était un ecclésiastique italien et qui ne faisait pourtant pas officiellement partie de la police céleste, eh bien, découvre un nouvel objet du système solaire qui sera appelé Cérès. De manière assez étonnante, Cérès se trouve à 2,77 unités astronomiques du système solaire, c'est-à-dire, encore une fois, en confirmation éclatante de la loi de Titus-Bode. Mais il y eut tout de suite un problème. Cérès apparaissait comme peu lumineux, quasi ponctuel, donc ça semblait être une petite planète. Et par ailleurs, la découverte de Cérès a été en fait ce qu'on peut considérer comme le début d'une avalanche, avec une découverte d'une série d'autres corps semblables. Vous avez ici un livre d'astronomie qui date de 1817. En 1817, en plus de Cérès, on avait découvert 3 petites planètes sur des orbites semblables à celles de Cérès, Pallas, Junon, Vesta. Et dans ce livre d'astronomie, en fait, on présente ici le système solaire connu à l'époque, avec toutes ces planètes. Je n'ai pas trouvé le pointeur. Ici, donc, Jupiter, Saturne, Uranus, la Terre par ordre de taille décroissante, Vénus, Mars, et ici, ce que maintenant nous appelons les astéroïdes, donc Cérès, Pallas, Junon, Vesta, qui étaient donc considérés à l'époque comme des planètes. C'était que le début d'une avalanche, puisque dans les années 1840-1860, on a découvert plus d'une cinquantaine d'objets supplémentaires. Donc, vers 1855, on a abandonné la terminologie planète pour ces petits corps. On les a renommés du terme un peu péjoratif, on va dire, d'astéroïdes. Astéroïdes, ça fait penser à astres bizarroïdes ou petites planètes. Au milieu des années dans la première moitié du XIXe siècle, l'un des problèmes les plus fameux de l'astronomie était le problème bien connu du mouvement d'Uranus. En effet, on était capable, à partir des lois de la gravité universelle, de la loi de Newton et des connaissances que l'on avait de la masse de Jupiter et de Saturne, on était capable de calculer l'orbite d'Uranus. Or, la comparaison entre l'orbite calculée pour Uranus et son orbite mesurée faisait apparaître en fait des désaccords extrêmement significatifs. Vous avez ici ce que l'on appelle les résidus, c'est-à-dire la différence entre la position calculée pour Uranus et sa position observée en fonction de l'année. Alors même si Uranus n'a été découvert ici qu'en 1781, vous voyez qu'on inclut ici des observations antérieures. C'est ce que l'on appelle des observations de pré-découverte. Uranus était en effet présent sur un certain nombre de plaques photos, même si à l'époque on ne l'avait pas identifié comme une planète. Et on voit qu'on a des désaccords ici qui correspondent à une centaine de secondes d'arc et qui même, en fait, vers la fin de la première moitié du XIXe siècle, divergeaient. C'est-à-dire que les désaccords entre la position calculée d'Uranus et sa position observée dépassaient la centaine de secondes d'arc. Alors, ceci était un problème majeur de l'astronomie, et ce problème allait être résolu par la mécanique céleste. En effet, selon une histoire qui est bien connue, Adams en Angleterre et Leverrier en France ont supposé que l'orbite d'Uranus était perturbée par une planète supplémentaire qui restait à découverte, et ils firent en fait une prédiction pour l'orbite de cette planète et sa position instantanée. Et ici, ce diagramme vous montre l'orbite prédite par Leverrier comparée à l'orbite de ce corps qu'on allait découvrir et qui allait s'appeler Neptune. On a une orbite qui est assez proche de l'orbite réelle, et on voit ici, ce sont les calculs de Leverrier, on voit les résidus entre observation et modèle, une fois que le modèle inclut la présence de la planète supplémentaire Neptune. Adams a été en fait le premier à publier ces calculs, mais bizarrement, personne en Angleterre n'a pris le soin de chercher. Par contre, quand Leverrier a publié sa solution, il a immédiatement contacté l'astronome allemand Johann Galle, et le soir même où Galle a reçu l'information, il a sorti son télescope, il a pointé la région proposée par Leverrier et a observé effectivement une planète à moins de 1 degré de la position prédite par Leverrier. Donc un triomphe spectaculaire de la mécanique céleste. On voit ici la position réelle de Neptune, la position calculée par Leverrier, et un peu plus loin la position qu'avait prédite Adams.
Alors Neptune a été découverte donc en 1846 sur une orbite quasiment circulaire, toujours à une distance d'environ 30 unités astronomiques du Soleil. Et ceci allait causer l'invalidation définitive et l'abandon de la loi de Titius-Bode. En effet, je ne remonte pas à la table précédente, mais la loi de Titius-Bode prévoyait une planète à environ 38 unités astronomiques du Soleil, ce qui est grossièrement inconsistant, incompatible avec la valeur réelle. Donc ici, on a le triomphe absolu de la mécanique céleste et en même temps l'abandon d'une loi empirique pour laquelle, en fait, on n'a jamais eu d'explication physique. Alors, ceci dit, donc, la découverte de Neptune réglait pour l'essentiel le problème du mouvement de Neptune. Cependant, à la fin du XIXe siècle, il semblait que le problème du mouvement d'Uranus ne soit pas tout à fait entièrement réglé. Et il semblait que malgré donc, la présence de Neptune, eh bien, il restait des petits résidus entre la théorie et l'observation dans le mouvement d'Uranus. Ces résidus, on les voit ici, ils sont de l'ordre de quelques secondes d'arc. Donc ça n'a plus rien à voir avec les centaines de secondes d'arc avec lesquelles les astronomes s'étaient débattus 50 ans auparavant, mais il y avait quand même apparemment un petit problème. Et donc certains ont pris ce désaccord au sérieux et ont supposé qu'il existait en fait un second Neptune, entre guillemets, une seconde planète qu'ils appelèrent la planète X et qui également perturbait le mouvement d'Uranus. Donc les calculs ont été faits par plusieurs personnes, en particulier Percival Lowell, qui lui-même a en fait conduit les premières recherches télescopiques de cette planète X. Percival Lowell est mort en 1916 sans avoir rien découvert, mais la recherche de cette planète X a été poursuivie par Slipher, le directeur de l'observatoire de Lowell, et qui avait embauché un jeune fermier, Tombaugh. Et c'est Tombaugh qui, en 1930, allait découvrir une nouvelle planète, Pluton. Donc, ceci est l'image historique de la découverte de Pluton. Donc, vous avez ici un champ d'étoiles observé à une semaine d'écart. Tout est identique, sauf l'objet qui a bougé ici, entre la flèche là et la flèche là. C'est la seule différence entre ces deux champs. Donc, c'est un objet mobile, c'est Pluton. Et donc, on allait pouvoir déterminer l'orbite de ce nouveau corps du système solaire, Pluton. Et on s'est rendu compte très rapidement que l'orbite de Pluton était complètement atypique par rapport à celle des autres planètes. En effet, contrairement aux autres planètes qui croisent dans le plan de l'écliptique, eh bien, l'orbite de Pluton est fortement inclinée sur l'écliptique. Elle fait un angle de 17 degrés avec le plan des autres planètes. Par ailleurs, cette orbite, au lieu d'être quasiment circulaire comme celle des autres planètes, elle est très elliptique. Le point le plus proche de l'orbite, qu'on appelle le point le plus proche du Soleil, que l'on appelle le périhélie, est à environ 30 unités astronomiques, c'est-à-dire en fait qu'il est même très légèrement intérieur à l'orbite de Neptune, alors que l'apélie, le point le plus distant, est à 50 unités astronomiques. C'est donc une orbite très elliptique, avec ce qu'on appelle une excentricité, donc ce qui caractérise le caractère allongé de l'ellipse, de 0,25. L'autre chose remarquable avec Pluton, c'est qu'il est en ce qu'on appelle en résonance 3,2 avec Neptune, c'est-à-dire que lorsqu'il effectue deux révolutions autour du Soleil, eh bien Neptune en effectue exactement 3. Donc cette période, sa période est de 248 ans. Donc même si on a l'impression que, ici on représente en rouge l'orbite de Neptune et en blanc l'orbite de Pluton, projetée dans le plan de l'écliptique, on a l'impression que ces deux orbites se croisent, mais en réalité le croisement n'est qu'apparent, d'abord parce que l'orbite de Pluton est inclinée, et ensuite par le fait que Pluton ne peut jamais rencontrer Neptune. C'est-à-dire que vous avez ici, représenté à une série de dates, vous avez la position instantanée de Pluton et de Neptune sur son orbite. Par exemple, lorsque Pluton, ici, sur la courbe blanche, est proche de son périhélie, vous avez ici, par exemple, la situation en 1750, Pluton se trouve ici, proche de son périhélie, et au même moment, Neptune se trouve très loin, il se trouve ici. De même, en 2000, Pluton était à nouveau proche de son périhélie, ici, mais Neptune se trouvait là. Donc Pluton, même si de manière apparente les deux orbites se croisent, dans la réalité, Pluton ne s'approche jamais de Neptune. Il ne s'approche jamais en fait à moins de 17 unités astronomiques. Et ceci est extrêmement important parce que le fait qu'il y ait toujours cette distance minimale d'approche empêche en fait Pluton d'être perturbé par la présence de Neptune. Donc Pluton est une orbite résonante avec Neptune qui lui confère une grande stabilité. Alors par contre, la planète X que l'on recherchait était supposée perturber légèrement le mouvement d'Uranus, donc on cherchait typiquement une planète de masse, disons, terrestre. Lowell avait estimé une planète d'environ 8 masses de la Terre, et au cours des années, l'estimation
de la masse de Pluton, ici exprimée en nombre de masses terrestres, n'a fait que décroître. On attendait quelque chose de l'ordre de 8 masses terrestres. Très rapidement, en quelques dizaines d'années, on s'est aperçu que Pluton avait au maximum une masse d'une fois la Terre, voire ensuite plutôt quelque chose qui ressemblait à la masse de Mars. Et en fait, finalement, la véritable masse de Pluton n'a pu être déterminée qu'en 1978, lorsque on a découvert son satellite Charon. À partir de l'orbite de Charon, on peut déterminer la masse du corps central, Pluton, et la masse de Pluton est extrêmement faible. La masse de Pluton est 1/500e de la masse de la Terre. Donc Pluton était à la fois la planète la plus distante du Soleil, elle était sur une orbite anormale, et elle était physiquement anormale, puisqu'elle était toute petite, et également, on le sait, couverte de glace. Donc rien à voir avec les planètes géantes, essentiellement recouvertes d'une grosse atmosphère. Alors, donc, le problème de la planète X, qui était supposée perturber encore un peu l'orbite d'Uranus, n'a été résolu qu'en fait très récemment. Il a fallu attendre les mesures de masse précises de la sonde Voyager, qui a donc exploré Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune dans les années 1979-1999, et qui a permis de raffiner les masses des planètes géantes. Et lorsqu'on utilise maintenant les nouvelles masses des planètes géantes et que l'on calcule le mouvement d'Uranus, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'anomalie. Avec les nouvelles masses maintenant connues, il n'y a plus de résidus, il n'y a plus cette tendance ici cette tendance irrégulière. Il n'y a plus vraiment d'irrégularité dans le mouvement d'Uranus. Donc en fait, la planète X n'aurait jamais dû être invoquée, c'est simplement une mauvaise connaissance des masses des planètes géantes qui ont conduit à sa proposition. Alors, le fait marquant qui concerne le système solaire externe, c'est le fait qu'on sait maintenant depuis 25 ans que Pluton n'est plus seul dans sa catégorie. Il y a d'autres objets au-delà de l'orbite de Neptune, ce sont les objets transneptuniens. Alors, la découverte des objets transneptuniens date de 1992 officiellement. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une découverte par hasard. Il y avait un bouillonnement d'idées qui ont conduit les astronomes à concevoir l'idée qu'il pouvait y avoir des objets au-delà de Neptune. En fait, les premières idées datent de Kenneth Edgeworth, qui était un militaire de l'armée irlandaise et qui, pendant ses heures de permission, ou plutôt à sa retraite, en fait, réfléchissait tout simplement à l'origine du système solaire. Donc, il s'appuyait sur les théories de l'époque, la théorie de la nébuleuse, qui datait de Laplace, en fait. Et selon cette théorie, qui en fait est toujours valable dans les grandes lignes aujourd'hui, eh bien, le système solaire s'est formé à partir de l'effondrement d'un nuage, un nuage qu'on appelle présolaire. On a un nuage qui contient des masses de poussière et de gaz et qui se met en rotation, et qui se contracte gravitationnellement sur lui-même. Et sous l'effet de sa rotation, ce nuage s'aplatit sous forme d'un disque, et c'est au sein de ce disque, le disque protoplanétaire, que va s'effectuer la formation planétaire. Les poussières vont s'agglomérer en grains qui vont coalescer progressivement pour former d'abord des planétésimaux de taille métrique, puis hectométrique, kilométrique. Et ces planétésimaux vont ensuite continuer à coaguler pour former des protoplanètes qui vont enfin former les véritables planètes. Et Edgeworth s'était dit, le disque protoplanétaire ne s'arrêtait sans doute pas brutalement à la distance de Neptune, il devait y avoir une distribution de masse au-delà de l'orbite de Neptune. Mais par contre, il imaginait que la densité dans le disque devait décroître avec la distance, et que donc, à grande distance, il n'y avait pas forcément assez de masse pour former de véritables planètes. Donc, il imaginait qu'à grande distance, on n'allait pas former des planètes proprement dites, mais plutôt une multitude des petits corps qu'il avait appelés des tas de graviers. Il avait sans doute l'image des comètes dans la tête. Donc, ce travail fondamental, en fait, malheureusement, est un peu resté dans l'oubli. En 1951, Gerald Kuiper, américain, a émis en fait les mêmes idées, mais sans vraiment apporter quelque chose de nouveau. Il a en gros répété ce qu'avait dit Edgeworth, mais l'histoire a retenu le nom de Kuiper plus que le nom d'Edgeworth, c'est un peu injuste. Il faut voir cependant que ces idées, en fait, à ce stade, étaient quand même un peu qualitatives. L'argument, c'était il doit y avoir quelque chose au-delà de l'orbite de Neptune, parce qu'il n'y a pas de raison que le disque ait été tronqué au départ à la distance de Neptune. Il a fallu attendre les années 1980 pour qu'il y ait une démonstration plus rigoureuse de l'existence d'objets transneptuniens. Et ceci était dû à l'astronome uruguayen Julio Fernandez, qui, à partir de considérations orbitales sur les comètes à courte période, a montré qu'elles devaient provenir d'un disque de matière situé donc un peu au-delà de Neptune, un disque situé entre 35 et 50 unités astronomiques du Soleil. Et il a donné par anticipation le nom de la ceinture de Kuiper à ce disque. Alors l'instant historique arrive le 30 août 1982.
où les astronomes Dave Jewitt et Jane Lu découvrent un objet transneptunien. Donc c'est en fait le second objet transneptunien après Pluton. À l'époque, on l'appelle encore le premier objet transneptunien. Un objet qui se trouve à une distance de 41 unités astronomiques du Soleil. On le voit ici, donc c'est l'objet qui a bougé entre ces différentes images CCD, et qui a une magnitude de 23,5, c'est-à-dire qu'il est presque 10 000 fois moins lumineux que Pluton. À partir de la découverte de cet objet, on entre dans une nouvelle ère, on va découvrir quantité d'objets transneptuniens. Et voilà maintenant la vision de à quoi ressemble le système solaire externe. Vous avez ici une image, c'est un instantané du système solaire externe. Vous avez en bleu les orbites des 4 planètes géantes, et vous avez donc au-delà de l'orbite de Neptune tous ces objets transneptuniens. Vous avez également des objets qui sont à l'intérieur des orbites des planètes géantes. Alors il y a ici les comètes qui passent, et puis il y a également des objets qui figurent ici comme en violet, en marron, ces triangles marrons. Ce sont des centaures. Les centaures, ce sont des objets qui croisent dans les parages des planètes géantes, mais qui sont dynamiquement en fait associés aux objets transneptuniens. Donc le système solaire externe est en fait bien rempli, mais pour être juste, il est bien rempli, et si cette image vous paraît impressionnante, elle ne l'est pas lorsqu'on compare à ce qui se passe dans le système solaire interne. Vous avez la même chose, mais ici vous avez en bleu l'orbite de Jupiter, et vous avez ici à l'intérieur un instantané des positions des astéroïdes. Alors on voit ici les grandes familles d'astéroïdes. Ce qui est en vert, c'est la ceinture principale des astéroïdes. En rouge, ici, ce sont les objets, les astéroïdes qui ont un périhélie inférieur à 1,3 unité astronomique. Donc ce sont potentiellement les astéroïdes géocroiseurs qui peuvent rencontrer la Terre. Et vous avez une troisième famille d'objets ici, que l'on appelle les astéroïdes troyens, qui sont ici, en fait, sur la même orbite que Jupiter. Donc il y a ici une richesse absolument incroyable de corps dans le système solaire interne. On a quelque chose comme 600 000 objets. De sorte que la vision du système solaire a complètement changé. Maintenant, il faut voir réellement le système solaire comme un Soleil, des planètes et 2 disques de débris. Un premier disque de débris, c'est la ceinture principale d'astéroïdes qui est là. Un second disque de débris, c'est la ceinture de Kuiper qui est là au-delà de l'orbite de Neptune. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des disques de débris? Parce que ces petits corps, en fait, ce sont les objets qui n'ont pas pu s'agglomérer pour former de véritables planètes. Donc ce sont en quelque sorte les restes, les résidus de la formation planétaire. Donc on connaît environ 2000 objets transneptuniens ou centaures, on connaît plus de 600 000 astéroïdes. La masse globale de cette population est extrêmement faible. Pour les astéroïdes, la masse totale des astéroïdes est moins de 1/1000 de la masse de la Terre. Pour la masse des objets transneptuniens, la masse est probablement de l'ordre de 1/30 à 1/10 de la masse de la Terre. Donc ce sont des masses très faibles à l'aune des planètes. Mais comme l'aurait dit André Braic, cette masse de ces petits corps, en fait, ces petits corps ont un point commun avec le parfum des femmes. Je ne sais pas si on vous a parlé de ça aujourd'hui. Ce qu'il disait André Braic, c'est que le parfum des femmes, c'est comme les petits corps, ça contient très peu de masse, mais énormément d'informations. Et effectivement, c'est l'étude de cette structure, de ces petits corps résidus de la formation des systèmes solaires qui nous enseigne beaucoup sur l'histoire passée du système solaire. Alors on parle de disques de débris également par allusion au fait que autour d'un certain nombre d'étoiles et de planètes extrasolaires, eh bien, on observe des disques de débris. Vous avez là un certain nombre d'objets qui montrent des disques de poussière observés donc autour d'étoiles. Alors ces disques sont beaucoup plus jeunes que les disques de débris du système solaire, et donc ils sont à ce titre beaucoup plus massifs, mais néanmoins il y a une analogie certaine entre nos disques de débris, la ceinture de Kuiper, la ceinture d'astéroïdes, et les disques de débris extrasolaires. Alors cette découverte de la ceinture de Kuiper allait porter un coup fatal, évidemment, au statut de Pluton en tant que planète. La première chose qui a été observée très rapidement, c'est que l'orbite de Pluton n'a plus rien d'anormal. Vous avez ici les orbites des 4 planètes géantes en bleu, comparées à l'orbite de Pluton en rouge. Alors on voit bien que l'orbite de Pluton est différente des orbites des 4 planètes géantes, mais elle est comparée également à l'orbite de 20 autres objets transneptuniens que l'on appelle des plutinos. Les plutinos, ce qui veut dire littéralement les petits Plutons, ce sont des objets qui, comme Pluton, sont en résonance 3,2 avec Neptune. Ils ont le même demi-grand axe, la même période orbitale que Pluton. Par contre, ils ont des orbites différentes.
mais on voit bien que qualitativement, l'orbite de n'importe quel Plutino est semblable à l'orbite de Pluton. Donc Pluton, qui était une anomalie orbitale par rapport aux planètes, devient une banalité par rapport à la ceinture de Kuiper. Alors Pluton a quand même gardé sa singularité physique, on va dire, pendant un certain temps, mais même cette singularité physique s'est trouvée battue en brèche lorsqu'on a découvert en 2013 un corps qui plus tard allait être appelé Eris. Donc Eris, c'est un corps qui est sur une orbite très allongée, et actuellement il est à 97 unités astronomiques, mais à part ça, il possède énormément de similitudes avec Pluton. Il possède un satellite comme Pluton en a plusieurs. Il est en fait plus massif que Pluton, ça on le sait parce que la mesure, encore une fois, de l'orbite du satellite donne la masse. Donc Eris est plus massif que Pluton. Et puis, lorsqu'on a fait son spectre infrarouge, on s'est aperçu que Eris et Pluton avaient la même composition de surface. On a deux objets qui ont la même composition. Donc, quelle est la différence finalement entre Eris et Pluton? Les objets ont quasiment la même taille, ils ont quasiment la même masse, ils ont la même composition de surface. Quelle est la différence? La seule différence essentielle, c'est que pour le moment, Eris est beaucoup plus loin du Soleil que Pluton. Et donc, on peut voir Eris comme un Pluton au congélateur. Pluton actuellement possède une atmosphère, Eris n'en possède pas, parce que Eris est trop loin, et les températures sont trop froides, et l'atmosphère serait congelée au sol. Donc, après cette découverte, les découvreurs ont proposé que cet objet, en fait, soit considéré comme la 10e planète du système solaire. À l'époque, on avait 9 planètes avec Pluton. Ils ont proposé qu'on la nomme Xena, commençant par un X, comme la planète X. Donc, parmi ces découvreurs, il y avait déjà Mike Brown. Par ailleurs, en parallèle, il y a eu un résultat faux qui a été publié, qui annonçait que l'objet transneptunien UB313, donc c'était le nom provisoire d'Eris, était plus grand que Pluton. Donc, en fait, c'est faux. On sait maintenant que Pluton a un rayon légèrement plus grand qu'Eris. Néanmoins, il était absolument clair que Pluton et Eris allaient devoir jouer dans la même catégorie et qu'il allait donc falloir prendre une décision, ou bien considérer Eris comme une planète, ou bien décider que Pluton n'était plus une planète. Donc en 2005-2006, l'Union astronomique internationale a réfléchi à enfin définir un critère à choisir un critère permettant enfin de définir la notion de planète, ce qui n'existait pas en fait avant. Donc il y a eu 2 étapes, il y a eu 2 critères proposés typiquement. Alors je rappelle ça un peu en détail parce que finalement c'est quelque chose qui s'est passé maintenant il y a 10 ans exactement, en 2006. Donc on a d'abord proposé d'utiliser un critère de forme en utilisant le concept d'équilibre hydrostatique. L'équilibre hydrostatique, c'est le fait qu'un objet de masse suffisante va avoir une gravité propre qui va l'emporter sur les forces de cohésion interne, et à ce titre, il va prendre une forme régulière, soit sphérique, soit, s'il est en rotation rapide, une forme aplatie d'ellipsoïde. C'est l'équilibre hydrostatique. Et par contre, un objet qui est tout petit va être dominé par les forces de cohésion interne et va donc avoir une forme quelconque. On peut calculer théoriquement que la limite en taille pour un corps rocheux va se situer vers 800 km, pour un corps glacé vers 400 km. Le problème, c'est que pour un objet donné, si on veut savoir s'il satisfait à ses corps, il faut connaître sa taille. Ce n'est pas forcément facile de connaître sa taille précisément. Et le second problème de ce critère, c'est qu'en réalité, il est flou. Il suffit de regarder les images de quelques objets du système solaire. Alors évidemment, si on regarde un astéroïde qui fait 900 km comme Cérès, on le voit ici, il n'y a pas de problème, il est rond, il satisfait bien aux critères de forme, il a une forme régulière. Un astéroïde beaucoup plus petit comme Eros, qui fait une vingtaine de kilomètres, a clairement une forme irrégulière. Mais par contre, il y a des cas où on ne sait pas dire si la forme est régulière ou pas. Regardez déjà Vesta, c'est une sorte de patatoïde. Est-ce que c'est une forme régulière ou pas? Plutôt pas. Regardons Mimas, satellite de Saturne avec son gros satellite. Est-ce que la forme est toujours régulière? Peut-être. Proteus, alors là, le cas est plus litigieux, je dirais. On voit que ce critère de forme, en fait, il va conduire à une frontière qui est floue entre ce qui est planète, si on adopte ce critère, et ce qui n'est pas planète, ce qui est embêtant. Donc ce critère qui avait été proposé initialement à l'Union astronomique internationale a été rejeté et il a été adopté un second critère qui est le critère de domination dynamique. La faiblesse du critère précédent, c'est qu'il ne tient pas compte en plus de l'environnement dynamique dans lequel évoluent les objets. Donc le second critère qui a été choisi, c'est de dire qu'on va considérer comme planète un objet qui domine son environnement. Ça veut dire que soit il est isolé, soit sa masse dépasse largement celle de la population locale. La population locale, c'est en fait les objets dont l'orbite peut croiser celle du corps en question. Alors prenons un exemple. La Terre est entourée d'orbites, d'astéroïdes géocroiseurs. Ce sont ceux qui peuvent un jour ou l'autre nous tomber sur la tête. Mais la masse totale des astéroïdes géocroiseurs est absolument négligeable. C'est 1/1000 de la masse de la Terre. Donc la Terre domine son environnement dynamique. La Terre, bonne nouvelle, est une planète. Par contre, si on applique ça à Cérès, la masse de Cérès, ce n'est que 1/3 de la masse totale
de la ceinture d'astéroïdes. Donc Cérès ne domine pas la ceinture d'astéroïdes. Et à ce titre, on considère donc que Cérès n'est pas une planète. Et l'intérêt du critère, il est double. Premièrement, il renvoie au mécanisme de la formation planétaire, puisque dans ce mécanisme de croissance de planétésimaux pour former des planètes, on a une phase de nettoyage, et on va dire que les planètes, ce sont les objets qui ont réussi leur nettoyage, qui ont donc nettoyé leur environnement. C'est le stade ultime, le stade abouti de la formation planétaire. Le reste, ce sont les débris. Et c'est finalement ce critère de domination dynamique qui a été adopté par l'Union astronomique internationale. Le deuxième avantage de ce critère, c'est qu'en fait, si on trace ici la masse d'un objet en fonction de la masse de sa population locale, donc la masse des petits corps qui l'environnent, eh bien on voit qu'il y a très clairement deux classes d'objets. On a toutes les planètes ici qui dominent leur environnement, et on a ici des corps qui ne dominent pas leur environnement. On peut tracer une frontière entre deux domaines bien clairs de ce diagramme. Donc ça permet une distinction très franche. Il n'y a pas d'ambiguïté entre ce qui est planète et ce qui n'est pas planète. Donc finalement, le 24 août 2006, l'Union astronomique internationale adopte ce critère pour définir les planètes et décide que les objets qui vont satisfaire aux critères de forme, donc forme régulière, mais qui ne vont pas satisfaire aux critères de la domination dynamique, vont être désormais appelés des planètes naines, et Pluton va donc être relégué dans la catégorie des planètes naines. Donc à l'issue d'un vote, carton jaune pour Pluton, ou plutôt carton rouge en l'occurrence, en fait, on peut voir ça comme une destitution. On peut aussi voir le fait, et c'est Dave Jewitt qui a adopté cette formule, nous n'avons pas perdu une planète, nous avons découvert moins une planète. Et je trouve que c'est assez juste parce que cette décision en fait, résulte de la découverte de la ceinture de Kuiper et de tout ce qu'on a appris sur le système solaire. Alors Mike Brown, qui est un chercheur exceptionnel, puisqu'on va bientôt le voir revenir, mais qui ne fait pas forcément toujours dans la modestie la plus extrême, a publié immédiatement un article intitulé sobrement « How I Kill Pluto ». En effet, il avait découvert Eris, et c'est Eris qui, in fine, a conduit au trajet un peu funeste de Pluton. Donc, exit Pluton. Alors maintenant, vous allez avoir demain une conférence sur Pluton et sa fascinante géologie. Ce n'est pas parce que Pluton a une fascinante géologie que Pluton doit être réintégré dans la liste des planètes. Je pense que le critère de domination dynamique doit être maintenu et Pluton doit rester une planète naine. Certains esprits chagrins peuvent penser l'inverse. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous propose alors de considérer la comète Churyumov-Gerasimenko 67P, qui a une géologie tout à fait intéressante également. Je vous propose de la considérer comme une planète. Je pense que personne n'ira dans cette direction. Donc ce n'est pas l'aspect physique actuel d'un objet qui doit définir son statut de planète ou non. Donc Pluton n'est plus une planète. Alors on va bientôt donc en arriver maintenant au problème de la planète 9, et c'est l'étude de la structure dynamique de la ceinture de Kuiper qui a permis en fait d'affirmer avec prudence au début de cette année qu'il existe peut-être une 9e planète, donc tapis aux confins du système solaire. Une chose que l'on a apprise depuis maintenant 25 ans qu'on connaît des objets transneptuniens, c'est que la structure dynamique est extrêmement complexe. Alors là, vous avez une figure typique pour représenter cette structure dynamique. On représente ici, donc tous ces objets sont sur des ellipses. On représente le demi-grand axe de l'ellipse en fonction de l'excentricité. Alors, on voit ici les objets résonants. Ici, vous avez tous ces objets ici, ce sont les plutinos. Ce sont des objets qui sont en résonance 3,2 avec Neptune. Vous avez également d'autres résonances qui sont peuplées ici. Et puis vous avez tout un noyau d'objets qui sont situés en fait grosso modo entre 30 et 45 unités astronomiques du Soleil et qui sont sur des orbites très peu excentriques, donc quasiment circulaires. On appelle ça les objets classiques. Pourquoi classiques ? Parce que c'est un peu ce à quoi on s'attendait. Quand dans les années 80, on avait réfléchi sur l'origine des comètes et qu'on avait dit qu'elle doit provenir d'un disque situé au-delà de l'orbite de Neptune, c'est plutôt un disque régulier, peu excentrique, peu incliné qu'on avait en tête. Donc ce sont les objets classiques. Alors il y a un phénomène assez curieux et qui n'est pas bien expliqué, c'est que cette densité d'objets classiques ici prend fin brutalement à une distance d'environ 48 unités astronomiques. Tout d'un coup, il n'y a plus d'objets sur des orbites circulaires, on va dire. C'est ce qu'on appelle la troncature du disque ou qu'on appelle également la falaise de Kuiper. Alors le fait qu'il n'y ait pas d'objets d'objets peu excentriques au-delà de 48 unités astronomiques ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'objets
au-delà de 48 unités astronomiques. Il y a des objets, et on les voit ici, mais ça veut dire que tous les objets distants, en fait, sont sur des orbites extrêmement allongées, sur des orbites de très forte excentricité. Et parmi ces objets de très forte excentricité, il va falloir distinguer entre deux catégories d'objets. Ici, les objets que l'on appelle dispersés. Alors, les objets que l'on appelle dispersés, ce sont des objets dont le périhélie, donc la distance de plus courte approche au Soleil, est intérieure à l'orbite de Neptune. C'est-à-dire que ces objets peuvent s'approcher du Soleil plus près que Neptune, et donc, sur une échelle de temps de plusieurs millions ou plusieurs milliards d'années, ils peuvent occasionnellement croiser l'orbite de Neptune, et peuvent donc être déstabilisés par la présence de Neptune. Donc ces objets dispersés sont des objets qui, sur une durée de l'ordre de l'âge du système solaire, sont en fait sur des orbites instables, et donc en fait ils sont en évolution. Alors ce qui est encore plus intéressant, ce sont les objets que l'on appelle détachés. Les objets détachés, ce sont des objets qui sont à la fois de très grands demi-grands axes de l'ellipse, de très forte excentricité, mais qui en plus ne s'approchent jamais du Soleil plus près que l'orbite de Neptune. Donc ce sont des objets qui, en somme, restent toujours hors de portée gravitationnelle de Neptune. Ils sont sur des orbites stables, ils ne sont pas perturbés par Neptune. Alors l'objet phare de cette population, c'est Sedna, qui a été découvert en 2003. Et Sedna est resté longtemps un objet unique. C'est un objet qui a un périhélie à 76 unités astronomiques. Donc là, on fait un zoom arrière sur l'orbite de Sedna. On voit les orbites des planètes telluriques, la ceinture d'astéroïdes, les orbites des planètes géantes, l'orbite de Pluton, la ceinture de Kuiper, et voilà l'orbite de Sedna, ce qui vous donne une idée en fait du gigantisme de cette orbite et comment elle ne s'approche jamais de l'orbite de Neptune. Donc effectivement, le périhélie est à 76 unités astronomiques. Sedna n'est jamais à moins de 76 unités astronomiques de Neptune. Il s'aventure à près de 1000 unités astronomiques du Soleil et parcourt son orbite en une période d'environ 12 000 ans. Donc avec un périhélie si distant, Sedna ne subit pas l'influence gravitationnelle de Neptune. Comment a-t-il pu arriver là, sur cette orbite? C'est un problème. Alors on peut voir ces objets extrêmes également dans un autre type de diagramme. Ici, on représente le périhélie, donc la distance de minimale approche à Saturne, en fonction de l'excentricité. Et les objets qui vont nous intéresser ici, ce sont les objets qui sont détachés, c'est-à-dire tous ces objets ici, qui sont hors influence gravitationnelle de Neptune. On a une catégorie qu'on appelle maintenant les objets extrêmes. Ce sont les objets qui sont en moyenne à plus de 150 unités astronomiques du Soleil, donc leur demi-grand axe dépasse 150 unités astronomiques du Soleil, et ils sont ici dans une zone telle que leur périhélie ne s'approche jamais de Neptune. Donc une famille d'objets qui sont hors influence gravitationnelle de Neptune. Comment expliquer ces objets? Alors, il y a une dizaine d'années, dans un effort de comprendre la ceinture de Kuiper, une équipe autour de l'Observatoire de Nice a proposé un modèle qui a fait assez largement le consensus et qui explique bien des aspects de la ceinture de Kuiper. On appelle ça donc le modèle de Nice. Et ce modèle, en gros, stipule que l'aspect actuel dynamique de la ceinture de Kuiper résulte des interactions avec les planètes géantes. Grosso modo, les planètes géantes sont susceptibles de diffuser et de faire changer d'orbite tous ces petits corps. Mais en retour, un peu comme un effet d'action et de réaction, à chaque fois qu'une planète géante diffuse et fait changer d'orbite un objet transneptunien, il reçoit un peu de quantité de mouvement, et il va donc pouvoir lui aussi changer d'orbite. Donc c'est ce qu'on appelle la migration des orbites. Donc dans ce modèle, on est parti initialement, on imagine qu'au départ, les planètes géantes sont dans une configuration compacte et qu'elles sont entourées d'un disque de planétésimaux qui est dense et circulaire, un disque classique. Donc les planètes commencent à agir sur les planétésimaux, les diffusent. En retour, l'effet d'action et la réaction fait que les orbites des planètes migrent, donc elles se mettent à bouger les unes par rapport aux autres, et il existe un moment où ces planètes deviennent chaotiques. Il y a une phase chaotique de résonance entre Jupiter et Saturne qui perturbe considérablement le système. Et en particulier, Uranus et Neptune plongent brutalement dans la ceinture de Kuiper, la dévastent et éjectent 99% de la masse. Donc l'avantage de ce modèle, c'est qu'il permet d'expliquer pourquoi la masse globale de la ceinture de Kuiper est actuellement si faible et qui permet également d'expliquer, dans une certaine mesure, la large diversité des orbites. Ceci dit, il n'explique pas tout. Il n'explique pas tout. Et c'est le fait qu'il n'explique pas tout qu'il y a eu, dans les 10 ou 15 dernières années, les premières suspicions d'une planète supplémentaire. Les anomalies, et ce qu'on n'arrive pas bien à expliquer avec un modèle tel que le modèle de Nice, c'est l'orbite de Sedna
et des orbites détachées, hors de portée gravitationnelle de Neptune. C'est le fait également qu'il y a des objets qui sont sur des orbites fortement inclinées, plus de 40 degrés d'inclinaison par rapport à l'écliptique. Ça, le modèle de Nice ne peut pas y arriver. Et puis, c'est cette fameuse falaise de Kuiper, le fait qu'il n'y a pas d'objets sur des orbites circulaires au-delà de 30 unités astronomiques. Donc, ces anomalies ont été, en fait, expliquées, disons, semi-quantitativement, par l'influence gravitationnelle. On a proposé d'une planète. Alors, il y avait diverses variantes dans ce scénario. Ça pourrait être une planète actuelle de la taille de Mars ou de la Terre, relativement proche. Ça pourrait être une planète primitive qui était présente autrefois, qui a été éjectée depuis du système solaire, ou ça pouvait éventuellement être Neptune elle-même qui aurait changé considérablement d'orbite depuis le passé. Il y a une autre variante de cet effet de l'influence gravitationnelle, ça a été d'invoquer le fait que le Soleil a pu, dans son passé, effectuer un passage rapproché d'une étoile peu après la formation du système solaire, qui aurait donc conduit à ces caractéristiques un peu énigmatiques de la ceinture de Kuiper. Ceci dit, jusqu'à ce moment, ces arguments sont semi-quantitatifs. En fait, en particulier, pour tous ces arguments, toutes ces hypothèses qui prédisent l'existence d'une planète, ils ne donnent pas l'orbite de la planète. Ils donnent une tendance sur le fait qu'il y a peut-être une planète. Ils ne permettent en aucun cas de rechercher cette planète parce qu'on n'a aucune idée de l'orbite. Alors la situation change en 2014, lorsque les astronomes Trujillo et Shepard notent un regroupement angulaire des 12 objets les plus lointains. Alors de quoi s'agit-il ? Sur une orbite, vous avez un paramètre important qui est ce que l'on appelle l'argument du périhélie. Quand vous avez une orbite inclinée, elle traverse le plan de l'écliptique en 2 points, ce qu'on appelle les nœuds. Il y a le nœud ascendant quand l'objet vient du sud et va vers le nord, et puis il y a le nœud descendant quand l'objet traverse l'écliptique en allant du nord vers le sud. Par ailleurs, il y a un autre point très important de l'orbite, c'est le périhélie, la distance la plus proche au Soleil. Et on a un angle ici, l'angle entre le nœud ascendant et la position du périhélie, c'est ce qu'on appelle l'argument du périhélie. Si on regarde maintenant, si on trace pour tous les objets transneptuniens que l'on connaît la valeur de l'argument du périhélie en fonction du demi-grand axe de l'ellipse, on s'aperçoit que pour tous les objets proches, en fait, l'argument du périhélie est complètement aléatoire. C'est-à-dire que les orbites sont orientées de manière quelconque. Par contre, si on se limite aux 12 objets les plus lointains, eh bien, on trouve dans cet article qu'il y a une sorte de confinement, c'est-à-dire que la valeur de l'orientation de l'ellipse, l'orientation de l'ellipse suit une orientation particulière avec un argument du périhélie qui est grosso modo semblable pour tous ces objets. Et donc ces auteurs ont proposé que cet effet est dû à un confinement, et ils ont invoqué une super-Terre, c'est-à-dire une planète de 2 à 15 masses fois de la Terre, qui serait située à 250 unités astronomiques. Ça, c'était la situation jusqu'à fin 2015. En début d'année, Batygin et Brown donc raffinent l'analyse précédente et constatent que d'abord, ils la raffinent en trois aspects. Premièrement, ils constatent que sur les 12 objets proposés par les auteurs précédents, il y en a 6 qui en réalité sont soumis à l'influence gravitationnelle de Neptune et qui sont donc qu'il faut rejeter. Ils sont perturbés par Neptune, il ne faut pas les considérer. Par contre, ils considèrent que pour les 6 autres, il n'y a pas seulement un regroupement en termes de position du périhélie, il y a aussi un regroupement en termes de plan orbital. Alors, ce qui est montré ici, en fait, c'est la direction du pôle des orbites, donc c'est la direction perpendiculaire aux orbites, pour toute une série d'objets. Et on voit en rouge les 6 objets, c'est ce que Alessandro Morbidelli appelle les 6 magnifiques, 6 objets ici qui ont une orientation du pôle qui sont très semblables. Autrement dit, ces 6 objets ont 6 orbites qui sont pratiquement toutes dans le même plan. Si on a des objets qui sont à la fois dans le même plan et qui en plus ont la même orientation du périhélie, ça veut dire qu'en fait, les orbites sont physiquement confinées. C'est-à-dire qu'il existe une direction privilégiée pour leur périhélie. Ces objets, on les voit là. Il y a 6 objets ici. Et leurs périhélies sont orientés selon une direction privilégiée, qui est cette direction ici, de la gauche vers la droite. Donc il y a une direction de l'espace particulière qui est privilégiée. Et Batygin et Brown supposent alors, et font l'hypothèse, que cette direction privilégiée est due en fait au confinement par une planète massive qui va être en fait anti-alignée avec ces objets. Donc vous avez là les 6 objets avec leur orientation du périhélie particulière, et donc Batygin et Brown proposent qu'il existe une planète qu'ils appellent la planète 9, qui fait environ 10 masses de la Terre, qui a une période orbitale de l'ordre de 15 à 20 000 ans,
qui a un demi-grand axe de l'ellipse à 700 unités astronomiques, qui fait une approche la plus proche du Soleil à 200 unités astronomiques, un apélie à 1200 unités astronomiques, et qui aurait une inclinaison d'environ 30 degrés, même si la valeur est très incertaine. Donc, en fait, l'orbite de ces 6 objets transneptuniens particuliers et l'orbite de la planète 9, ces orbites se font face, en quelque sorte, et sont tête bêche. Les périhélies des objets transneptuniens en question font face aux périhélies de la planète 9. Et pourquoi cette configuration est favorable? Parce que, comme les objets passent le plus clair de leur temps loin du Soleil, près de leur apélie, eh bien, le fait d'avoir cette configuration anti-alignée va minimiser finalement l'occasion de faire des rencontres proches entre ces objets et Neptune. Donc les orbites anti-alignées avec celles de la planète sont plus stables que les autres. Donc en quelque sorte, ce n'est pas que la planète 9 va confiner les objets dans cette configuration, c'est que les autres objets vont être éliminés parce que sur une durée comparable à l'âge du système solaire, eh bien, ils vont fatalement effectuer des rencontres proches avec la planète 9 qui va les dégager finalement. Alors ceci est confirmé par des simulations numériques faites par Alessandro Morbidelli. Imaginons qu'on parte en fait ici d'une série d'orbites d'orientation aléatoire et qu'on injecte ici une planète. Eh bien, on suit l'évolution. Au bout de 3 milliards d'années, 2 milliards d'années, et maintenant, on voit que je recommence. On avait ici des objets d'orientation aléatoire, et quand le temps passe, finalement, les orbites qui ne sont pas bien orientées vont être supprimées, et à la fin, on va avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on observe actuellement, c'est-à-dire qu'il reste uniquement des orbites anti-alignées avec celles de la planète. En fait, dans cette simulation, on n'a conservé que des orbites anti-alignées. Il se trouve aussi qu'il y a certaines orbites alignées qui, si elles sont bien intérieures à la planète, vont pouvoir survivre également. Alors jusqu'à présent, on va dire, on a quelque chose qui peut faire penser à l'analyse de Leverrier pour Neptune. Mais il y a une grosse différence, c'est qu'à ce stade, on détermine une orbite possible pour la planète 9, ou du moins une famille d'orbites. Ce qu'on ne détermine pas encore, c'est où se trouve aujourd'hui, en 2016, la planète 9 sur son orbite. Et ça, on aimerait bien le savoir s'il s'agit de la rechercher. Alors, heureusement, en France, on a une équipe qui sont les disciples de Leverrier. On a à l'Institut de mécanique céleste une équipe extrêmement forte en mécanique céleste, autour notamment de Jacques Lascar. Et cette équipe, depuis de nombreuses années et décennies, en fait, développe des éphémérides planétaires, c'est-à-dire qu'ils ont des modèles d'intégration numérique planétaire des corps du système solaire. C'est un modèle qui utilise fondamentalement les lois de Newton, mais évidemment avec un traitement extrêmement élaboré. Et c'est un modèle qui utilise un grand nombre de paramètres physiques et qui sont contraints très fortement par des centaines de milliers, 150 000 observations de position des objets du système solaire. Donc toutes ces observations sont capables de reproduire avec une très grande précision les positions instantanées des planètes et des petits corps du système solaire. Et donc, comment est-ce qu'on connaît maintenant le mieux la position des planètes? Eh bien, en fait, on la connaît grâce aux sondes spatiales. En effet, lorsqu'on envoie une sonde spatiale dans l'espace, on communique avec elle par un signal radio. Et la mesure du temps de parcours aller et retour du signal radio donne une précision excellente sur la distance entre la sonde spatiale et la planète. Actuellement, on a autour de Saturne une sonde qui s'appelle Cassini, depuis près de 15 ans. On connaît du coup extrêmement bien la position de la sonde Cassini grâce à cette méthode du signal radio. Et donc, on connaît en fait la position de Saturne, en tout cas la position radiale de Saturne, avec une précision absolument hallucinante qui est de l'ordre de 100 mètres. On connaît la distance à Saturne à 100 mètres près. Et donc, on se dit que s'il y a une planète 9 quelque part dans les confins du système solaire, elle risque éventuellement de perturber la position de Neptune. Donc, ce qu'a fait l'équipe de Jacques Lascar, c'est de comparer finalement les prédictions de leur modèle avec la planète 9 et sans la planète 9, comparer ces prédictions avec la position réelle de Saturne. Et en ce sens, c'est une analyse qui est vraiment maintenant très proche de celle de Leverrier. Alors, par exemple, ce que vous allez avoir ici, c'est un peu comme pour Neptune tout à l'heure. Comme pour Neptune, vous avez les résidus entre la position observée et la position calculée. Vous avez ici en rouge, en bleu, les résidus entre les calculs sans la planète 9 et en rouge, les résidus avec la planète 9. Alors, si on met la planète 9 ici, très loin à son apélie, elle est extrêmement distante, elle n'a aucune influence sur la position instantanée de Saturne. Donc, en fait, les résidus ici, il n'y a aucune différence entre avec et sans planète 9. En revanche, si on met une planète ici, on s'aperçoit que ça augmente significativement les résidus, ça veut dire que ça dégrade l'accord entre la théorie et les observations.
Ceci veut dire qu'une planète 9 qui se trouverait aujourd'hui en 2016 ici est exclue par la position de Saturne. Et en fait, c'est pareil si on la met ici, c'est pareil si on la met ici également au périhélie. Donc en fait, ici, il y a toute une zone d'exclusion qui peut être déjà obtenue grâce à la position actuelle de Saturne. Alors par contre, de manière assez curieuse, il y a une position particulière ici sur son orbite, où il semble qu'inclure la planète 9 améliore l'accord entre les observations et la théorie. Alors ceci dit, les auteurs eux-mêmes ne considèrent pas que c'est une preuve qu'il y a bien une planète 9 qui se trouverait actuellement ici. Mais c'est quand même un petit peu troublant. Alors en résumé, l'analyse donc de la position de Saturne permet d'ores et déjà d'exclure en fait toute une partie de l'orbite. Si la sonde Cassini va terminer sa course en 2017, elle va plonger dans Saturne, si on avait pu la prolonger quelques années de plus, en fait, on pourrait, avec des données sur quelques années supplémentaires, on pourrait encore raffiner cette zone d'exclusion ici de l'orbite de la planète 9. Mais ce ne sera pas le cas. Alors maintenant, comment va-t-on faire pour... 10 minutes, je vais déborder. Comment va-t-on faire pour trouver la planète 9 ? Eh bien, on n'a pas son orbite. Pour l'instant, on a une famille d'orbites. Donc, voilà ici des propositions d'orbites. On a ici l'orbite exprimée en termes de position sur le ciel. Donc, vous avez ici, donc ça c'est la longitude céleste, disons l'ascension droite, la déclinaison. Voilà les orbites possibles pour la planète 9. Elle est en dehors de l'écliptique. Vous avez ici la distance au Soleil, donc le périhélie est là, l'apélie est là. Vous avez la magnitude estimée pour l'objet. Alors évidemment, s'il est plus loin, sa magnitude est plus élevée, donc l'objet est plus faible, plus difficile à voir. Et puis vous avez son mouvement apparent sur le ciel, qui est évidemment un paramètre important aussi, puisque l'objet doit avoir un mouvement apparent suffisant pour qu'on puisse l'identifier. Alors en fait, il existe déjà un certain nombre de relevés. Il y a des relevés du fond du ciel pour des objectifs de sondage de galaxies distantes, par exemple. Et ces relevés, qui sont installés sur un certain nombre de télescopes, en fait, donnent déjà un certain nombre de contraintes. Et ici, toutes les régions qui sont coloriées ici en bleu clair, en bleu foncé, en vert et en orange, en fait, tout ceci, ce sont des régions de l'orbite qui sont déjà exclues. On aurait déjà dû découvrir la planète 9 si elle était là. Donc il reste, grosso modo, les régions en rouge, en noir et en jaune. Compte tenu des relevés en cours, eh bien, les régions en rouge et en jaune vont pouvoir être étudiées. Et donc la région à explorer maintenant en priorité, c'est la région en noir. La région en noir ici, eh bien, ça veut dire que la planète, si elle existe, elle est probablement pas très loin de son aphélie, justement, c'est là que c'est le plus difficile. Elle est probablement à plus de 700 unités astronomiques. Elle est à un angle d'environ 60 degrés, moins de 60 degrés de son aphélie, mais c'est quand même la région où elle passe 50% de son temps sur son orbite. Donc ce n'est pas complètement absurde. Et sa magnitude estimée est de l'ordre de 22 à 25. Ce n'est pas ridicule du tout, 22 à 25. Le premier objet transneptunien découvert en 1992 avait une magnitude de 23,5. Donc on est vraiment dans cette gamme. Et 22 à 25, ce n'est pas du tout hors de portée de l'instrumentation actuelle. Donc la zone à explorer, maintenant, c'est la région noire, et ça inclut la constellation de la Baleine, en fait. L'instrument de choix qu'on commence à utiliser, c'est en fait une caméra géante, puisqu'il faut essayer de couvrir le ciel le plus rapidement possible, donc une caméra qui va couvrir un grand champ instantané. Alors, quelle peut être l'origine de la planète 9 ? Est-ce qu'elle sait ? Supposons qu'elle existe maintenant. Quelle pourrait être son origine ? Est-ce qu'elle a été formée sur place ? Certainement pas. Certainement pas. Il n'y avait pas assez de matière dans le disque protoplanétaire pour former une planète entre 200 et 1200 unités astronomiques. Alors, à l'opposé extrême, est-ce qu'on peut imaginer qu'il s'agit d'une exoplanète qui aurait été formée dans un autre système stellaire et puis capturée ensuite lors d'une rencontre proche avec le Soleil ? En effet, on sait par l'étude des exoplanètes que les planètes dans la catégorie de masse super-Terre ou sous Neptune sont en fait très abondantes. Ce sont en fait les plus abondantes des des exoplanètes que l'on connaît. Vous avez ici un relevé des planètes qui date déjà d'il y a quelques années, mais on voit que les planètes de la taille super-Terre ou sous Neptune sont parmi les plus abondantes. Et il n'est pas forcément inconcevable de penser que la planète 9 ait pu être capturée par le Soleil d'un autre système planétaire. En fait, on est à peu près sûr que le Soleil est né dans un amas stellaire, c'est-à-dire qu'il y avait dans une zone de quelques dizaines d'années-lumière plusieurs milliers d'étoiles pour une masse totale de plusieurs fois la masse du Soleil. Le Soleil s'est formé dans cet amas stellaire, et donc cet amas a perduré pendant peut-être 100 millions d'années, et ensuite la masse s'est dissipée. Et donc, au moment où les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres, il n'est pas impossible d'imaginer que la planète 9 a pu être capturée par le Soleil
pour devenir partie intégrante du système solaire. C'est une hypothèse évidemment extrêmement sexy, mais qui n'est sans doute pas nécessaire. En fait, on peut penser plutôt qu'il s'agit d'un produit quasiment naturel de la formation planétaire. En effet, revenons à l'origine des planètes géantes. Jupiter et Saturne ont dû se former rapidement. Elles se sont formées rapidement, comment on le sait? Ce sont des planètes essentiellement gazeuses, donc ça veut dire qu'elles ont eu le temps de capturer une masse importante de gaz à partir du disque protoplanétaire. Or, on sait par l'observation des disques protoplanétaires qu'en ceux-ci ont une durée de vie que de l'ordre seulement de quelques millions d'années. Donc Jupiter et Saturne ont dû se former en quelques millions d'années. Par accrétion de planétésimaux, ils ont formé un cœur solide de glace et de roche qui a pu capturer le gaz environnant. Alors ceci marche bien pour Jupiter et Saturne, mais ceci ne marche pas bien pour Uranus et Neptune, qui, se formant plus loin, en fait, avaient à leur disposition moins de matière pour former un cœur. Et la formation et l'échelle de temps de la formation de Uranus et Neptune est un problème. Et donc, il semble qu'en fait, ce mécanisme d'accrétion successive de planétésimaux ne marche pas bien pour Uranus et Neptune, et qu'il faille invoquer un autre mécanisme, qui sont en fait les collisions mutuelles géantes entre des protoplanètes. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne, une fois formés, accélèrent les protoplanètes, et celles-ci vont entrer en collision les unes avec les autres. Certaines vont former des planètes comme Uranus et Neptune, et d'autres de ces protoplanètes vont se trouver éjectées du système. Alors, je vous montre une petite simulation ici, à nouveau par l'équipe d'Alessandro Morbidelli. Hop, raté. Qui vous montre ici donc Jupiter et Saturne qui sont formés. On a des planétasimaux à droite ici, qui ont quelquefois la masse de la Terre, et puis on voit que l'influence gravitationnelle les perturbe. Certains entrent en collision les uns avec les autres et deviennent orange ici, c'est-à-dire qu'ils augmentent en masse, forment Uranus et Neptune, mais les autres ont été éjectés. Donc je vous remonte ça une autre fois. Donc, on part de planétasimaux. Alors, ça ne veut plus. Bon, ça ne marche plus. Bon. Alors, vous allez me dire, ceci permet d'expliquer l'expulsion de planétésimaux, mais il ne permet pas d'expliquer une planète neuve sur une orbite fortement excentrique dans le système solaire. En fait, les simulations de la même équipe montrent que si on tient compte du fait que le Soleil est né dans un amas stellaire, eh bien, il se trouve que les simulations montrent que environ une protoplanète sur 10 qui aurait dû être expulsée ne vont pas être expulsées, vont être confinées dans le système solaire et se trouver sur une orbite proche de celle qui est proposée pour la planète 9. Donc, je vous montre cette simulation. Vous avez ici cette simulation qui vous montre donc comment Jupiter et Saturne vont conduire à former Uranus et Neptune. Et là, vous avez en vert une planète qui a été formée et qui n'a pas été éjectée du système solaire. Donc, en fait, celle-ci se trouve ici sur une orbite qui va ressembler à celle de la planète 9. Donc, en d'autres termes, Uranus et Neptune sont formés par des collisions géantes entre des planétésimaux, collisions qui ont été engendrées par la présence de Jupiter et Saturne. Eh bien, en présence d'un environnement caractéristique d'un amas stellaire, eh bien, l'effet de Jupiter et Saturne peut être aussi d'éjecter une planète sur une orbite proche de la planète 9. De sorte qu'en fait, on peut considérer qu'une telle planète eh bien, peut être attendue du point de vue de ce qu'on comprend de la formation planétaire. Alors je vais conclure, sauter quelques slides, mais je voudrais quand même énoncer quelques conclusions, énoncer une morale et faire une proposition. Alors, les conclusions. La planète 9 n'a pas encore été découverte. Le soupçon sur sa présence est néanmoins sérieux. Elle explique certaines caractéristiques encore incomprises du système solaire. Il n'y a pour l'instant pas de contradiction observationnelle ou théorique à son existence, et le consensus est plutôt en sa faveur, parmi les experts. Elle ne résout pas toutes les questions liées aux objets transneptuniens. En particulier, la falaise de Kuiper, dont j'ai parlé un moment, reste un mystère. Ce n'est pas la première fois qu'une nouvelle planète est prédite, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a maintenant des prédictions d'orbite. Pas une orbite, mais une famille d'orbites, et qu'on peut donc la chercher. Si elle existe, elle est sans doute proche de son apélie, à 700 unités astronomiques. La magnitude actuelle estimée n'est pas du tout hors de portée de l'instrumentation actuelle. Le domaine à couvrir est de l'ordre de 2 à 4 000 degrés carrés. Les observateurs estiment qu'il faudra 3 à 5 ans pour la trouver. À partir de 2023, le relevé LSST sera mis en place. Il va couvrir la totalité du ciel visible toutes les quelques nuits. Si au bout de quelques années, ce relevé n'a rien trouvé, l'hypothèse aura été invalidée. La morale de l'histoire.
Il faut que nous arrêtions de dire et d'apprendre à nos enfants à l'école le système solaire a 8 planètes. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? On connaît aujourd'hui 8 planètes dans le système solaire. Comment appellera-t-on la planète 9? Si elle existe, je propose qu'on l'appelle la planète neuve. Si elle n'existe pas, la planète 9.